introduction, donc on a dit que les lymphomes sont des tumeurs malignes du système lymphatique qui font partie donc des syndromes lymphoprolifératifs chroniques et qui sont secondaires à une prolifération monoclonale de lymphocytes B ou T NK. C'est-à-dire que c'est une prolifération issue donc d'une même cellule ou d'une cellule mère qui va donner donc une prolifération de ces cellules tumorales. Donc ces cellules tumorales proviennent d'une même cellule mère. C'est pour ça qu'on dit monoclonal. C'est un même clone. Le même clone fait de cellules qui proviennent d'une même cellule source ou cellule mère. Donc on peut distinguer essentiellement deux types de lymphomes. On a le lymphome de Hodgkin qui représente 20% des lymphomes et le lymphome non hodgkinien qui représente 80%. Donc on passe. Donc, on va commencer à parler de lymphome de Hodgkin ou dite encore maladie de Hodgkin. En définition, donc, on va dire que le lymphome de Hodgkin est une hémopathie maligne monoclonale à point de départ ganglionnaire. Donc, caractérisée par un certain nombre de critères qui sont, premièrement, un bouleversement de l'architecture ganglionnaire. Deuxièmement, la présence de cellules caractéristiques de la maladie de Hodgkin qu'on appelle la cellule de Reed-Sternberg, qui est une cellule tumorale caractéristique d'origine lymphoïde B du centre germinatif du ganglion lymphatique. Et troisième critère, c'est la présence d'un granulome inflammatoire constitués par des cellules inflammatoires, à savoir les polynucléaires neutrophiles, les plasmocytes, les macrophages, etc. Donc on passe. La maladie de Hodgkin a été découverte par un médecin anglais, un anatomopathologiste qu'on appelle Thomas Hodgkin, qui a décrit pour la première fois la maladie de Hodgkin en 1832. Voilà. On passe donc en épidémiologie, l'incidence de la maladie de Hodgkin est de 1 à 2 cas par 100 000 habitants par an. Pour le sexe, il y a une petite prédominance masculine et pour l'âge, donc les lymphomes de Hodgkin généralement touchent les adultes jeunes aux alentours de 30 ans. Alors, pour les facteurs favorisant la maladie de Hodgkin, il y a certaines maladies virales comme la maladie d'Epstein-Barr virus, présente dans 50% dans les pays développés chez les patients atteints de lymphome de Hodgkin, et l'HIV, qui donc augmente le risque d'apparition ou l'émergence de la maladie de Hodgkin avec un risque multiplié par 5 jusqu'à même 8 fois par rapport à un sujet normal. Il existe d'autres facteurs comme les facteurs génétiques. Donc, il existe des cas familiaux. Par exemple, si on trouve un cas de lymphome présent chez un parent, surtout de premier degré, donc le risque est multiplié par 3. Pour les facteurs environnementaux, donc vous les connaissez normalement, les facteurs toxiques, le tabac, les pesticides, les insecticides, on en a parlé normalement au cours de vos stages au service. Voilà, on passe à la physiopathologie. Maintenant, la physiopathe donc, de la maladie de Hodgkin, comme on avait dit donc, à l'introduction ou à la définition, que le lymphome de Hodgkin est caractérisé par la présence de cellules spécifiques qui sont les cellules de Reed-Sternberg, qui proviennent donc de lymphocytes B du centre germinatif ganglionnaire. Alors, ces cellules caractéristiques ont sur leur surface cellulaire donc l'expression de certains antigènes qu'on appelle les CD30 et les CD15, qui sont mis en évidence, bien sûr, lors d'une technique spécialisée qu'on appelle l'immunohistochimie à l'étude anapathe donc, du ganglion. Donc, la prolifération cellulaire est une prolifération, bien sûr, anormale qui va entraîner donc un syndrome tumoral et un envahissement viscéral. Et le début est toujours ganglionnaire unifocal.
Donc, ça débute toujours par un ganglion qui est touché, et puis on aura une dissémination de proche en proche, donc de ces cellules malignes. Alors, concernant l'extension de la maladie, donc comment se fait l'extension de la maladie au cours des lymphomes de Hodgkin? On a soit la voie lymphatique, qui est la voie la plus fréquente, puisque le système lymphatique, c'est le système lymphatique qui est atteint. Donc, l'extension se fait, est une extension ganglionnaire. Ça commence par un ganglion unifocal, puis se fait de proche en proche, suivant le sens de la circulation lymphatique. Mais également, on peut avoir une extension par voie hématogène, qui est une voie accessoire. Donc, la principale, c'est la voie lymphatique, mais on peut parfois avoir une prolifération et extension à travers le sang. Donc, ce qui explique parfois l'atteinte à distance du ganglion de d'autres organes, comme la rate, l'os, le poumon ou le foie. Donc, parce qu'il y a une infiltration à travers le sang. Soit on peut avoir une extension par contiguïté, c'est-à-dire par voisinage, à partir d'un ganglion envahi, à savoir par exemple le péricarde, la plèvre et les vertèbres. Donc on passe. Pour la localisation la plus fréquente, donc par ordre de fréquence, donc on a une localisation intrathoracique. Généralement, on trouve d'emblée une masse tumorale intrathoracique initialement, ou bien une localisation cervicale haute ou moyenne, ou bien inguinocrural ou lombaire, et enfin axillaire. Alors, les aires ganglionnaires sous-diaphragmatiques sont envahies dans les formes plus avancées. Donc, généralement, le patient vient avec une localisation soit intrathoracique, généralement, ou bien cervicale. D'accord? Une adénopathie cervicale haute ou moyenne. C'est le mode de révélation le plus fréquent. Donc, pour le diagnostic positif, alors, on commence toujours par les circonstances de découverte. Donc, la maladie de Hodgkin peut être découverte fortuitement. Par exemple, un patient qui va faire un bilan préopératoire, donc on lui demande un téléthorax, on va trouver une augmentation de l'indice médiastino-thoracique au téléthorax, et quand on fait un scanner, on va tomber sur une masse tumorale. Quand on fait une biopsie, donc on trouve le lymphome de Hodgkin. Soit la deuxième circonstance de découverte, c'est l'adénopathie périphérique, surtout cervicale, qui est la plus fréquente, ou bien des signes respiratoires, par exemple une masse qui comprime le médiastin, qui va se manifester par une toux sèche, chronique, rebelle aux antibiotiques et aux différents antitussifs. Et donc, quand on fait le bilan radiologique, c'est la même chose, on tombe sur la masse. Ou bien, on peut avoir des signes généraux, le malade se plaint par une fièvre au long cours, une asthénie, un amaigrissement, etc. Et enfin, un prurite qui est le mode de révélation, le mode de révélation d'une rechute, ou qui est retrouvé beaucoup plus en cas de rechute, pas initialement, pas au stade initial. Alors, on passe à l'examen clinique. Donc, l'examen clinique, dans l'examen clinique, il faut toujours préciser les signes généraux. C'est les signes d'imprégnation lymphomateuse. Donc, on a premièrement une fièvre vespérale inexpliquée qui revient aux alentours de 38 degrés et qui dure plus d'une semaine. Soit on peut avoir également des sueurs nocturnes profuses, importantes, mouillant le linge, ou bien un amaigrissement de plus de 10% du poids sur une période de 6 mois, et rarement, comme on avait dit, un prurite localisé ou généralisé. Alors, ces signes peuvent être soit associés, et on peut les avoir tous en même temps, ou bien isolés. On peut avoir un signe ou deux, où généralement les signes généraux sont présents. D'accord? Alors, deuxièmement, à côté des signes généraux, quand on examine le malade, on va trouver bien sûr habituellement un syndrome tumoral périphérique,
fait d'adénopathie superficielle dans 90% des cas au diagnostic. Ces adénopathies ont des caractéristiques dans la maladie de Hodgkin, qui sont des adénopathies localisées, asymétriques, c'est-à-dire qu'on peut trouver une adénopathie cervicale unilatérale, une adénopathie axillaire, etc. Et pas systématiquement symétrique, d'accord? Alors, de siège soit cervical, susclaviculaire, axillaire, mais rarement inguinal. Alors, ces adénopathies ont des caractéristiques sémiologiques particulières. Ce sont des adénopathies fermes, indolores et de volume variable, généralement non gênantes, qui ne gênent pas le malade. Elles sont mobiles et non adhérentes et sans signe inflammatoire, c'est-à-dire non suppuratifs. Alors, si vous trouvez une adénopathie avec des signes inflammatoires, ça vous oriente beaucoup plus vers une origine infectieuse. En plus des adénopathies superficielles, on peut trouver un syndrome tumoral profond, on peut trouver une splénomégalie, une hépatomégalie, mais ça, c'est beaucoup plus au stade avancé. Donc, on passe. Donc, vous voyez ici sur l'image illustrée donc une adénopathie cervicale basse. Vous trouvez, ça c'est évident. Donc, quand vous allez palper, vous allez trouver les signes sémiologiques qu'on vient de citer. Alors, au total, dans le diagnostic positif, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, tout ça, c'est des éléments qui vous orientent vers la maladie de Hodgkin. Alors, la première des choses, vous avez un adulte jeune, avec ou sans antécédents, qui vient consulter pour une adénopathie superficielle, généralement cervicale, comme vous venez de voir. Elle peut être localisée, donc non compressive, et sans signe inflammatoire et qui ne gêne pas le malade, d'accord, et de volume variable et qui évolue depuis plusieurs mois. Donc, c'est une adénopathie d'installation chronique, progressive, d'accord. Et on peut trouver des signes généraux donc, qui sont inconstants, en fait. Les signes généraux, vous pouvez les trouver quand vous pouvez ne pas les trouver. Voilà. Alors, on passe aux examens paracliniques. Alors, pour les examens paracliniques, il y a des bilans de première intention. Quand vous allez, par exemple, quand vous trouvez une adénopathie, il y a des examens que vous faites en première intention qui sont, la première des choses, vous allez demander une ponction ganglionnaire. Pourquoi? Pour une étude cytologique, pour voir les cellules à l'intérieur de cette adénopathie. Donc, pourquoi une ponction ganglionnaire? Parce que c'est un geste rapide, peu coûteux, qui montre une infiltration polymorphe de cellules tumorales entourées par un granulome inflammatoire. Deuxième examen, c'est l'IDR à la tuberculine. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, l'Algérie est considérée comme une zone d'endémie de la tuberculose. Il y a de plus en plus de cas de tuberculose et surtout de tuberculose notamment ganglionnaire. Donc, il faut toujours éliminer une tuberculose. Troisième des choses, c'est l'hémogramme, c'est-à-dire une simple FNS, pour rechercher les signes inflammatoires déjà, l'anémie, l'hyperleucocytose, la lymphopénie et la monocytose. Bien sûr, on doit également préciser si il y a ou pas des cellules anormales dans le sang, parce que dans certaines hémopathies malignes, on peut trouver donc des cellules jeunes, malignes, des blastes, si vous voulez, qui passent dans le sang, comme par exemple dans certaines pathologies, la LAL, la leucémie aiguë lymphoblastique, par exemple, qui peut se présenter avec un tableau d'adénopathie périphérique. Mais attention, dans les leucémies aiguës, l'installation est brutale et non pas chronique comme dans les lymphomes de Hodgkin. Alors, vous voyez ici une plaque qui vous montre la ponction, donc la ponction ganglionnaire. Donc, c'est un geste très simple.
à l'aide d'une seringue. Donc, on va ponctionner le ganglion après fixation du ganglion et puis on va juste procéder à l'étalement et l'observation en microscope optique. Et vous voyez qu'on va trouver dans le cas de lymphome de Hodgkin des cellules caractéristiques de Reed-Sternberg sur la lame. Voilà. On passe. Pour le bilan de certitude maintenant, donc comment confirmer le diagnostic? On a des éléments qui nous orientent vers la maladie de Hodgkin, le tableau clinique, le contexte, la présence parfois de cellules caractéristiques à la ponction ganglionnaire. Donc là, il faut confirmer le diagnostic et le bilan de certitude passe par la biopsie ganglionnaire qui est une étude histologique. Donc là, c'est l'anapathe. Il faut toujours faire une exérèse totale du ganglion pour pouvoir l'étudier en entier. Et cette biopsie, qu'est-ce qu'elle va montrer? Elle va montrer les caractéristiques du lymphome de Hodgkin qu'on a cité à la définition, c'est-à-dire un bouleversement de l'architecture ganglionnaire, la présence de cellules caractéristiques de Reed-Sternberg, qui sont des cellules tumorales volumineuses de 20 à 60 micromètres de diamètre, avec un cytoplasme abondant basophile, au moins 2 noyaux et qui contiennent donc une chromatine fine et régulière avec un ou des nucléoles et cernés d'un halo clair en forme d'œil de hibou. D'accord? Donc ça, c'est des caractéristiques donc, de la cellule de Reed-Sternberg. C'est un peu spécialisé, mais vous pouvez les connaître pour les distinguer. Et on trouve également un granulome inflammatoire aux alentours de ces cellules, donc fait de beaucoup de polynucléaires neutrophiles, de plasmocytes, de lymphocytes, de macrophages, etc. Donc ça, c'est l'anapathe qui va étudier donc l'aspect morphologique et histologique, et notamment l'aspect des cellules caractéristiques pour pouvoir donc donner une conclusion ou conclure à un lymphome de Hodgkin. Mais voilà, je vous montre tout d'abord l'aspect qu'on vient de citer, donc les caractéristiques de la cellule de Hodgkin, les caractéristiques qu'on appelle la cellule de Reed-Sternberg. Vous pouvez la voir au centre de l'image. Et pour pouvoir donner une conclusion totale, il faut absolument faire ce qu'on appelle l'immunohistochimie, c'est-à-dire détecter ces antigènes spécifiques qui est le CD30 et le CD15. Ce sont des antigènes qu'on retrouve sur la surface de ces cellules de Reed-Sternberg parce que parfois la morphologie n'est pas suffisante. Donc, il faut absolument mettre en évidence ces deux antigènes qui expriment ces cellules caractéristiques de Reed-Sternberg qui sont le CD30 et le CD15. D'accord? Alors, ces cellules, donc, ils peuvent perdre ou n'expriment pas de marqueur B, le CD20, qui peut être soit atténué, peut être négatif ou atténué, c'est-à-dire ils expriment une faible quantité de cet antigène qui est le CD20, qui est un antigène ou un marqueur des lymphocytes B. Parce que les cellules de Reed-Sternberg, comme on avait dit, c'est des cellules d'origine lymphoïde B. Mais l'essentiel, c'est de retrouver le CD30 et le CD15, bien sûr. Ça, c'est beau pour le diagnostic positif. Donc, on passe au bilan d'extension. Une fois qu'on a conclu un lymphome de Hodgkin, c'est bon, on a confirmé le diagnostic. La deuxième étape, c'est de faire donc un bilan d'extension pour apprécier l'étendue donc de la lésion ou du lymphome. Alors, pour le bilan d'extension, il est avant tout clinique. Donc, le territoire ganglionnaire, tous les territoires ganglionnaires doivent être analysés à l'examen clinique pour préciser également le diamètre des adénopathies superficielles. Donc, on doit faire un examen ORL pour voir l'anneau de Valdeyer, s'il y a une atteinte ou bien de l'anneau de Valdeyer. On doit calculer la flèche hépatique, le débord splénique à la recherche d'une splénomégalie. Et cliniquement, on doit rechercher les signes généraux parce que après, dans le bilan d'extension, donc dans la classification, pardon, on va préciser si les symptômes ou les signes généraux qu'on appelle les symptômes B sont présents. Donc, on va attribuer la lettre B à la classification.
Sinon, s'ils sont absents, donc on va mettre la lettre A, c'est-à-dire que ces signes généraux sont absents. On va le voir tout à l'heure. Alors, pour le bilan d'extension, on avait dit que le bilan d'extension est avant tout clinique, puis on va demander un bilan biologique, donc c'est le bilan hépatique. Donc si on trouve un taux de phosphatase alcaline élevé, significatif, c'est-à-dire supérieur à 2 ou 3 fois la normale, là on suspecte une localisation hépatique probable qu'on doit confirmer à la ponction biopsie du foie. Les LDH, si ils sont augmentés, donc ça signifie qu'il y a une lyse ou destruction cellulaire importante et donc un taux élevé de LDH est corrélé à une masse tumorale importante ou à un lymphome de Hodgkin étendu. Le bilan d'extension, il est clinique et biologique, mais surtout radiologique. Dans le bilan radiologique, on commence toujours par donc un téléthorax de face et de profil pour apprécier les adénopathies médiastinales et surtout pour calculer l'indice médiastino-tumoral. Et puis, on demande une TDM cervico-thoraco-abdominopelvienne, donc pour voir ou rechercher des adénopathies profondes médiastinales ou rétropéritonéales qu'on ne peut pas mettre en évidence à l'examen clinique, et pour apprécier la taille et la structure du foie et de la rate, et bien sûr rechercher l'atteinte de d'autres viscères. Alors, voici comment calculer l'indice médiastino-tumoral, médiastinal, le rapport MT, donc c'est le rapport maximum du médiastin sur le diamètre maximum du médiastin sur le diamètre maximum du thorax entre T5 et T6. Voilà. S'il est augmenté, c'est-à-dire qu'il y a une masse tumorale importante. Voilà, vous voyez ici la masse tumorale au niveau du téléthorax qui refoule le médiastin. On continue avec le bilan d'extension. Il est aussi histologique. On fait également une ponction biopsie osseuse à la recherche d'une localisation médulaire, donc infiltration de la moelle osseuse, et une PBF si on suspecte une localisation hépatique. Et puis, on a dans le bilan d'extension la TEP ou la tomographie par émission de positons au fluorodésoxyglucose, qui est une technique très spécialisée et très moderne. Donc, c'est une imagerie fonctionnelle donc, qui utilise un traceur analogue du sucre qui va se fixer sur les cellules tumorales et qui va nous montrer donc un traçage de viabilité cellulaire, c'est-à-dire que la TEP scan, par rapport au scanner, il va nous montrer. Donc, le scanner peut montrer une masse tumorale, mais on ne sait pas si cette masse tumorale est fonctionnelle ou pas, parce que parfois, après une certaine cure de chimiothérapie, donc on va trouver une masse résiduelle, une masse tumorale résiduelle, mais on ne sait pas si cette masse tumorale est nécrosée, donc c'est uniquement de la fibrose, ou il y a des cellules tumorales viables. Donc, on demande la TEP scan qui va, elle, nous dire s'il y a une activité métabolique de ces cellules tumorales. Si elle existe, cette activité, donc c'est une masse qui est toujours viable, c'est-à-dire la masse tumorale, elle est toujours là. Et si donc il n'y a pas d'activité métabolique à la TEP scan, on va dire que c'est juste de la fibrose et de la nécrose, et donc on peut arrêter le traitement par chimiothérapie. C'est ça la différence entre un scanner normal et un TEP scan. Donc, voilà. On passe à la classification maintenant, la classification de la maladie de Hodgkin. C'est la classification d'Ann Arbor. Donc, cette classification est très importante, il faut la retenir, parce qu'on l'utilise pour classer le lymphome de Hodgkin et même pour classer le lymphome non hodgkinien. Donc, c'est valable pour les deux.
Donc, dans la classification d'Ann Arbor, on a 4 stades. Le premier stade, c'est l'atteinte d'une seule aire ganglionnaire. Le stade 2, c'est l'atteinte de 2 ou plusieurs aires ganglionnaires, mais à condition que ce soit d'un seul côté du diaphragme, donc sus-diaphragmatique ou sous-diaphragmatique. Alors que le stade 3, c'est l'atteinte ganglionnaire des deux côtés du diaphragme. Le stade 4, c'est l'atteinte d'organes extraganglionnaires, quel que soit le nombre d'aires ganglionnaires envahies. Par exemple, si on a une atteinte du poumon, de l'os, du foie, donc un viscère, donc on dit directement que c'est un stade 4. Et voilà le schéma qui illustre la classification d'Ann Arbor. Donc, dans la classification toujours, pour la contiguïté, si on trouve une contiguïté, par exemple, on a une atteinte pulmonaire et à côté, par contiguïté ou par voisinage, on a une atteinte de la plèvre ou du péricarde, donc on va attribuer la lettre grande E. Si, bien sûr, une atteinte par voisinage est retrouvée. Donc, elle est ajoutée au stade 1, 2 ou 3 s'il y a une atteinte viscérale mais contiguë, c'est-à-dire que le viscère est atteint par contiguïté, par voisinage. Par exemple, vous avez une masse tumorale au niveau du médiastin et à côté, vous avez une atteinte du péricarde. Donc, ce n'est pas le viscère, le cœur qui est atteint, mais c'est le péricarde qui est atteint uniquement par voisinage parce qu'il avoisine la masse. Donc, on écrit grande E entre parenthèses péricarde pour dire qu'il y a une atteinte du péricarde par voisinage ou par contiguïté. Pour les signes généraux, on attribue la lettre A si on ne trouve aucun signe général. Sinon, grand B, ou si on a au moins un seul signe général, par exemple la fièvre, l'amaigrissement ou les sueurs. Le prurite n'est pas un signe général, on ne le prend pas en considération. Pour la masse tumorale volumineuse, alors parfois on a une masse tumorale très volumineuse, donc on attribue la lettre X ou bulky en anglais, si la masse est supérieure à 10 cm ou si l'indice médiastino-thoracique est supérieur à 0,35, donc on attribue la lettre X pour dire qu'il existe une masse très volumineuse. Et en cas d'atteinte splénique, on rajoute la lettre S. On passe au diagnostic différentiel. Alors, pour le diagnostic différentiel, essentiellement, le lymphome de Hodgkin. Donc, dans le lymphome de Hodgkin, on a essentiellement la tuberculose ganglionnaire. Donc, la présentation clinique, elle est similaire à celle du lymphome de Hodgkin parce que la tuberculose ganglionnaire est fréquente chez les adultes, surtout les adultes jeunes qui se présentent avec une adénopathie cervicale. Mais attention, si on fait une ponction ganglionnaire, on va retrouver donc du caséum et la confirmation est toujours histologique. Donc, on doit vraiment réséquer le ganglion pour voir l'aspect histologique et pour éliminer un lymphome de Hodgkin. Deuxième diagnostic différentiel se pose avec les LNH, bien sûr, parce que donc la différence entre le lymphome de Hodgkin et le lymphome non hodgkinien, c'est que dans les LNH, l'installation est plus rapide avec des signes de compression. Donc, les adénopathies, et les plus agressives, quoi. Les adénopathies sont très volumineuses parfois et deviennent compressives et il y a une altération générale importante, etc. Et la ponction ganglionnaire montre une infiltration monomorphe et non pas polymorphe par rapport donc, au lymphome de Hodgkin. Et bien sûr, une infiltration par des cellules lymphomateuses monomorphes. Voilà, pour les LNH. Troisième diagnostic différentiel se pose avec une métastase ganglionnaire d'un NIO primitif quelconque, par exemple un NIO du sein qui va se présenter avec des adénopathies axillaires. Ici, ça, c'est selon la localisation. Donc, soit un cancer ORL du sein, des organes génitaux ou digestifs. Donc, il faut toujours éliminer un cancer avec métastase locorégionale. La ponction ganglionnaire retrouve donc une infiltration du ganglion par des cellules extra-ganglionnaires
qui sont regroupés en amas. Donc, la ponction ganglionnaire, ça peut déjà apporter, ça peut nous orienter vers donc, le type cellulaire. Si on trouve des cellules extraganglionnaires, c'est-à-dire que probablement c'est une métastase et qu'il faut rechercher absolument un cancer primitif locorégional qui a métastasé au niveau ganglionnaire. Alors, on passe à l'évolution et au pronostic de la maladie de Hodgkin toujours. Donc, il faut savoir que la maladie de Hodgkin, c'est la première, donc c'est l'hémopathie maligne qu'on peut guérir et qui est la plus curable. Donc, il y a une espérance donc, de guérison de plus de 90%, surtout dans les stades localisés. Donc, on espère une guérison carrément. Et la rémission, puis la guérison est de 60 à 70% dans les formes les plus étendues. Donc là, c'est l'intérêt donc, du cours, c'est de comprendre et surtout connaître les manifestations cliniques initiales de la maladie, donc pour pouvoir donc donner un diagnostic précoce et espérer une guérison, parce que c'est guérissable. C'est la particularité donc de la maladie de Hodgkin. Alors, bien sûr, on peut avoir durant l'évolution un échec. Il y a certains patients qui sont réfractaires ou qui ne répondent pas à la première ligne thérapeutique ou bien à toutes les lignes. Donc, il y aura bien sûr soit à réapparition de la maladie dans les 3 mois qui suivent la fin du traitement. Et c'est des malades généralement qui ont un mauvais pronostic s'ils ne répondent pas initialement au traitement. Il y a des patients qui répondent au traitement, mais qui peuvent rechuter. Et on parle d'une rechute précoce quand la rechute survient entre 3 mois et 12 mois après la fin du traitement. Et une rechute est dite tardive si elle survient au-delà de 12 mois, donc après une année de la fin du traitement. Voilà. Il existe quelques facteurs de bon pronostic. Donc, dans la maladie de Hodgkin, donc c'est l'âge jeune. Déjà, si on a un patient jeune avec un stade localisé, une faible masse tumorale avec un volume d'adénopathie inférieur à 10 cm, donc pas un bulky. Si bien sûr il y a une assiduité au traitement et l'absence de signes d'évolutivité du traitement, donc de la maladie, pardon, donc on peut espérer donc une guérison dans ce cas. Donc c'est des signes, tous ces signes sont des signes de bon pronostic. On arrive au traitement. Donc pour le traitement de la maladie de Hodgkin, notre but c'est la rémission et la guérison, bien sûr tout en minimisant les effets secondaires de la chimiothérapie. Alors, pour les armes thérapeutiques, on a dans la maladie de Hodgkin généralement et pour les stades localisés, c'est une chimiothérapie ou une polychimiothérapie associée à la radiothérapie. Donc, pour la polychimiothérapie, elle est à visée cytoréductrice. Elle va permettre donc, pourquoi on met une polychimiothérapie, pour réduire la masse tumorale. D'accord? Donc, elle est à visée cytoréductrice pour réduire la masse tumorale. Et on a principalement 2 protocoles. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il faut connaître qu'il existe 2 protocoles dans la maladie de Hodgkin. On a l'ABVD pour adriamycine, gliomycine, venblastine et la dacarbazine, c'est des drogues de chimio. Et on a le BICOP, donc constitué par la bliomycine, l'étoposide, l'adriamycine, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine et prednisone. Voilà, il faut juste retenir qu'il existe 2 protocoles de chimio et que la polychimiothérapie, dans ce cas, elle est à visée cytoréductrice. Pour les effets secondaires de la chimio, ça par contre c'est très important de les connaître. On a une toxicité digestive, vomissement et troubles du transit, toxicité hématologique qui va provoquer des cytopénies, anémie, leucopénie, thrombopénie, toxicité myocardique, surtout avec l'adriamycine qui est une drogue très cardiotoxique, une alopécie mais qui est réversible. Et on peut avoir même des néoplasies secondaires après certaines années, donc, comme la leucémie aiguë, les lymphomes et les tumeurs solides. Et on peut également donc avoir une stérilité, azospermie chez l'homme et aménorrhée chez la femme, et qui peut être réversible.
Deuxième volet du traitement de la maladie de Hodgkin, c'est la radiothérapie qui est, elle, à visée curatrice. Donc, la radiothérapie, donc on va irradier les sites qui sont initialement infiltrés ou atteints, donc, et doit être débutée environ un mois après la chimiothérapie. Les effets secondaires de la radiothérapie, pardon, on a premièrement la mucite en cas d'irradiation des cavités ORL pouvant entraîner une dysphagie, une diarrhée en cas d'irradiation de la cavité abdominale, des érythèmes en fin de traitement, des cytopénies également, fibrose médiastinale et pulmonaire, troubles de la croissance chez l'enfant, stérilité et les leucémies secondaires. Alors, en cas de rechute ou échec au traitement, donc on change juste le protocole de chimio et on envisage de faire une intensification, c'est-à-dire une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques chez le patient. Ça, c'était pour le traitement donc de Hodgkin, la maladie de Hodgkin. Et en conclusion, on va dire que le lymphome de Hodgkin est une hémopathie maligne curable, qu'on peut la guérir. Donc, et la guérison de la maladie, par contre, nécessite un diagnostic précoce, bien sûr. Alors, on passe maintenant au deuxième chapitre, c'est les lymphomes non hodgkiniens. Bon, pour les lymphomes non hodgkiniens, en définition, on va dire que ce sont des proliférations malignes également de cellules lymphoïdes issues des ganglions ou des sites extraganglionnaires. Alors, les LNH représentent un groupe de pathologies néoplasiques qui sont de présentation et de nature très hétérogène. Donc, ils font partie des syndromes lymphoprolifératifs également. Et pour les LNH, donc, on a essentiellement deux types. On a le type B, qui est retrouvé dans 85% des cas, ou le LNH de type T dans 15% des cas, parce que vous savez qu'on a deux types de lymphocytes, les lymphocytes B et T. Épidémiologie. Alors, l'épidémiologie, donc on va dire que les LNH sont les plus fréquentes des hémopathies malignes. Et elles sont plus fréquentes que les maladies de Hodgkin, donc leur incidence augmente avec l'âge. Donc, on avait vu que dans le lymphome de Hodgkin, il touche principalement les adultes jeunes, entre 30 et 35 ans, et même chez les adolescents, alors que dans les LNH, on les trouve beaucoup plus chez les sujets âgés. Donc, toutes les tranches d'âge, par contre, sont touchées, et beaucoup plus le sujet âgé, et les deux sexes sont touchés. Il n'y a pas de préférence, comme on avait vu chez les malades qui présentent un lymphome de Hodgkin, il y a une petite prédominance masculine, il n'y a pas une prédominance de sexe. Alors, la physiopathologie. Donc, la physiopathie, donc la plupart des lymphomes non hodgkiniens proviennent des lymphocytes B également, et les autres lymphomes non hodgkiniens proviennent des lymphocytes T ou des cellules NK. Donc, le LNH, dans 80 à 85%, c'est un LNH de type B. Le LNH apparaît le plus souvent dans un groupe de ganglions lymphatiques, c'est-à-dire un lymphome ganglionnaire, mais plus rarement, on peut le trouver, donc cette prolifération de lymphome, on peut la trouver dans un autre organe comme l'estomac, l'intestin, la peau ou le cerveau. Et là, on parle d'un LNH extraganglionnaire. Donc, ce lymphome non hodgkinien peut se propager par le système lymphatique également ou le système sanguin à n'importe quel tissu ou organe. Pour le diagnostic positif, donc la clinique, c'est à peu près la même présentation que le lymphome de Hodgkin, on ne va pas se répéter. Et le diagnostic qui va permettre de poser le diagnostic, c'est la biopsie ganglionnaire qui va permettre de poser le diagnostic par une étude histologique, étude ANAPA du ganglion, de l'aspect histologique du ganglion qui confirme le diagnostic, mais elle doit être toujours complétée par une immunohistochimie pour détecter les antigènes spécifiques. Donc, pour les LNH de phénotype B, donc, ils expriment le CD19 et le CD20. Pour les LNH de phénotype T, ils expriment le CD3 et le CD5. Vous voyez ici une image d'un patient qui présente une adénomégalie, c'est-à-dire une adénopathie très volumineuse, cervicale,
vous voyez que la présentation clinique de LNH par rapport au lymphome de Hodgkin, elle est plus agressive. Donc, les adénopathies sont généralement plus volumineux, plus compressifs. Pour le bilan d'extension, c'est le même. Il faut revoir le bilan d'extension dans la partie du lymphome de Hodgkin. C'est exactement le même, notamment la classification d'Ann Arbor. Par contre, on va voir les formes cliniques. Donc, le LNH a beaucoup de formes cliniques, principalement on les classe en lymphome de haute malignité ou les dits LNH agressifs, donc qui se développent souvent à partir de cellules B matures, leur survenue surtout chez l'adulte de tout âge et plus fréquemment en cas d'infection à VIH ou à autres facteurs d'immunodépression. Pourquoi l'infection VIH? Parce que il n'y a pas une cause donc, une cause connue des lymphomes en général, mais les infections à VIH ou à d'autres infections virales donc, peuvent être un facteur favorisant d'apparition de lymphomes, que ce soit de Hodgkin ou non Hodgkinien, parce que parfois le virus, vous savez, le génome du virus du VIH va s'intégrer à celui de la cellule lymphoïde et donc il va provoquer une prolifération avec une prolifération, c'est-à-dire importante et continue, donc il n'y a pas d'inhibition de division cellulaire et donc ce qui va entraîner l'apparition de ces hémopathies malignes. On a également le lymphome de Burkitt qui est une entité particulière de l'enfant et de l'adolescent. Ce lymphome de Burkitt, on le trouve beaucoup plus chez les enfants et les adolescents, caractérisé par une forte évolutivité. Il évolue très rapidement, il est très agressif, mais heureusement, il est caractérisé par une chimiosensibilité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on met une chimiothérapie, il y a un taux de guérison qui est élevé, espéré jusqu'à 90%. Donc, il est de pronostic généralement favorable. Troisième type ou forme clinique de LNH, ce sont les LNH de faible malignité, ou indolent. Donc, se voit beaucoup plus chez l'adulte d'âge très avancé. Ils sont d'évolution lente, ils évoluent lentement. Voilà, ils peuvent même régresser ou disparaître spontanément sans chimiothérapie. C'est les trois formes principales donc, des lymphomes non-Hodgkiniens. Pour le traitement, des LNH, c'est également une polychimiothérapie dont l'intensité et la spécificité dépend du type et de la présentation de la tumeur. Donc, il faut savoir qu'il existe des thérapies ciblées qu'on utilise dans les LNH, surtout les anticorps monoclonaux. Et comme il s'agit d'un lymphome non-Hodgkinien d'origine lymphoïde B, qui dit lymphocyte B, dit expression du gène CD20 sur les cellules tumorales, et donc on utilise un anticorps monoclonal anti-CD20 qui va directement vers ces cellules tumorales pour les détruire, dans les LNH B bien sûr, et non pas T. Donc, associé le plus souvent, bien sûr, à une chimiothérapie. Donc, c'est l'immunothérapie associée à la chimiothérapie. On utilise également, moins fréquemment par rapport au Hodgkin, la radiothérapie locorégionale sur les sites initiaux, notamment dans les stades localisés après chimiothérapie. Et on peut même utiliser donc de la chimio intratécale, donc c'est des injections de chimiothérapie dans le LCR pour prévenir l'atteinte neuroméningée. Voilà, grosso modo, c'est les principes du traitement du LNH. Voilà, et je vous remercie. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, donc vous pouvez me